Gene Kelly a été un personnage décisif, très important dans ma carrière, comme l'avait été Roland Petit. Gene Kelly est venu à Paris lorsqu'il cherchait une partenaire pour Un Américain Paris, et il se souvenait m'avoir vu à la première du ballet La Rencontre au Ballet des Champs-Élysées. Le studio de la MGM lui avait donné des directives, on lui avait demandé de faire des essais avec une jeune actrice, Odile Versoix, qui avait du talent, qui jouait bien, qui était déjà lancée et qui avait été danseuse. Mais Gene avait en tête de faire des essais avec moi, parce qu'il croyait que je ferais l'affaire. Alors voilà, nous avons fait des essais. Il a aussi fait des essais avec Odile. Et moi, j'ai tout à fait oublié l'affaire parce que je ne prenais pas ça au sérieux. Plusieurs compagnies de cinéma m'avaient déjà fait faire des essais. Ça m'ennuyait un petit peu. Je faisais ça surtout pour faire plaisir à ma mère, qui prévoyait pour moi une carrière de cinéma, je ne sais pas pourquoi. Et oui, je sais pourquoi. Elle m'avait dit c'est bien plus facile. C'est moins fatigant, tu sais. Se trompait. Enfin, toujours est-il que j'avais oublié ces essais, cette rencontre. Et puis, un beau jour, je reçois un télégramme de la MJM qui me dit dans 3 jours, vous êtes attendu à Hollywood. C'est passé exactement comme ça, 3 jours. On m'a donné 3 jours. Naturellement, j'ai perdu ces 3 jours. Je me suis coupé les cheveux, j'ai fait, je sais pas, une petite blouse. J'étais absolument pas préparée, je n'avais pas de vêtements. J'ai dit au revoir aux copains et j'ai pris l'avion. Puis voilà, je suis arrivée à Hollywood. Et le lendemain de mon arrivée, c'était un dimanche. Gene m'a invité chez lui. Il y avait toutes sortes de personnages que je ne connaissais pas. Il y avait un dénommé Frank Sinatra. Il y avait une dame brune qui s'appelait Lena Horne. Et puis il y avait une jeune femme très généreuse, très gentille, qui chantait toute la soirée, qui s'appelait Judy Garland. Et puis il y avait un monsieur qui avait connu ma mère lorsqu'elle était danseuse à Broadway et qui s'appelait Ira Gershwin, le frère de George Gershwin. Parce que vous savez peut-être qu'Un Américain à Paris est d'après la musique de Gershwin. Bon, ben ça s'est bien passé, c'était tout très chaleureux. Le lendemain, le lundi, on commence à répéter. Et c'était très différent de l'ambiance que j'avais connue dans les ballets. J'avais un peu froid au dos. Tout ça, c'était très, très comme une usine. Il y avait toutes sortes de personnes attitrées à toutes sortes de métiers différents. C'était compartimentalisé. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Il y avait les gens de la publicité, il y avait les gens, les spécialistes de la coiffure, les spécialistes du maquillage, il y avait tous les avocats, l'agent, tous ces personnages qui prenaient votre vie en main. Et d'ailleurs, tout le monde prenait votre vie en main. Et c'était un peu effarant. On m'a aussi emmenée devant le tribunal parce que je n'avais que 18 ans et j'étais ce qu'on appelait une mineure. Et depuis l'histoire de Jackie Coogan, dont la famille avait reçu tous les cachets et tout dépensé, et qui s'était retrouvée à l'âge d'adulte sans un sou, les tribunaux avaient passé une loi qui faisait que une certaine partie des cachets des jeunes était mis de côté. Alors on m'a emmenée devant le tribunal, il y avait le juge, ça m'a beaucoup impressionnée. Ma mère a juré de ne pas prendre mon cachet, parce que ma mère était venue avec moi. Et puis il y avait toute une batterie de photographes, il y avait les gens du studio, il y avait l'impresario, tout ça. C'était effarant pour une gamine comme moi qui avait été habituée à beaucoup de liberté d'expression. Malgré que j'étais dans ce ballet, j'avais l'habitude de prendre mes décisions et de me
coiffer comme je l'entendais, et je venais quand je voulais, etc. J'étais une petite bonne femme très décidée. Alors, bon, les répétitions ont commencé, je crois que c'était au mois de juin, juillet, et c'était très dur. Il fallait être à l'heure, c'était presque comme une usine. On arrivait à, je crois, vers les 9 heures, à l'heure. Quelqu'un écrivait l'heure de votre arrivée sur un grand cahier, tout était reporté. Et on finissait à 1 heure tapant, on allait déjeuner, il fallait... Tout ça c'était écrit. Chaque fois qu'on prenait 10 minutes, un quart d'heure, en général c'était écrit, il y avait un assistant qui enregistrait toutes les allées et venues. Et on avait des visites, souvent, on avait des visites du producteur, qui était un homme qui parlait peu, un homme que j'ai appris à beaucoup admirer, apprécier, qui s'appelait Arthur Freed. C'était un homme assez délicieux, très caché. J'ai découvert plus tard qu'il élevait des orchidées et qu'il aimait surtout ces orchidées. C'était le plus grand éleveur d'orchidées d'Amérique. À part ça, il a été en Amérique le producteur le plus important des comédies musicales. C'est lui qui a amené Gene Kelly, Frank Sinatra et surtout Judy Garland au cinéma, ainsi que beaucoup de metteurs en scène, Stanley Donen, Vincent Minnelli. C'est lui qui a donné le style à toute la comédie musicale américaine. Il y avait aussi des musiciens qui venaient. On venait voir Gene Kelly, et il avait beaucoup de copains dans le studio. Et on a commencé à répéter. Les répétitions ont duré, je crois, 5 mois. Moi qui étais danseuse classique et qui donc devais porter des chaussons de pointe, je ne pouvais pas danser pendant si longtemps. Et je l'ai fait remarquer à Gene. Je lui ai dit, écoutez, moi je ne peux pas répéter si longtemps. Ça ne se fait pas, on répète 2 heures et puis c'est tout. Il m'a dit, ici, même si on ne travaille pas tout le temps, il faut suivre une certaine rigueur, une certaine apparence. C'est un peu comme une usine, on pointe et on s'en va quand on vous le dit. Alors j'ai appris, bon, on amenait son livre, on amenait son tricot, et pendant des heures, on se reposait les pieds en l'air, comme font les danseuses, entre les répétitions. Ça, c'était l'aspect négatif des studios. D'autre part, il y avait des aspects très pénibles aussi. Par exemple, on travaillait 6 jours par semaine, on travaillait même le samedi. Et nous travaillions dans une espèce de... La salle de répétition était comme un hangar, avec de la tôle ondulée comme plafond et comme toit, et c'était terriblement chaud, pénible, on n'avait pas d'air conditionné. On travaillait très très dur, dans des conditions qui n'étaient pas du tout confortables. Enfin, petit à petit, les numéros se sont dessinés. Gene Kelly a fait la chorégraphie de tous les numéros. Il s'inspirait souvent d'anciens films qu'il avait fait, d'anciens numéros qu'il avait fait. Il les regardait, il nous les montrait. Et il me demandait aussi de faire la barre, de lui montrer ce que je faisais bien, mes spécialités. Il a incorporé tout cela dans la chorégraphie. On commençait le tournage par ce qu'on appelait le livre, le scénario. C'est-à-dire que le tournage du scénario était considéré un peu comme le tournage le moins important, dont il fallait se débarrasser d'abord. Je dois dire que moi, j'ai beaucoup aimé le tournage du scénario. Ça a été une découverte. La parole a été une découverte. J'étais très inhibée à cette époque-là. Je trouvais très difficile de m'exprimer
avec la voix. J'avais l'habitude de m'exprimer en silence, en tant que danseuse. Naturellement, j'avais en plus le problème de la langue. Je ne parlais pas anglais, ou à peine, et j'ai dû jouer tout le rôle à peu près, phonétiquement. On m'a mot à mot rabâché les sons et on m'a expliqué ce que je disais. Mais c'était un peu pénible et de parler cette nouvelle langue et de m'exprimer, de jouer, d'exprimer des sentiments avec la parole. Depuis, tout de suite après le film, je me suis rendu compte de ma lacune et de l'immense possibilité qu'il y avait dans la comédie, dans l'art dramatique. Je sentais que j'aimerais beaucoup jouer la comédie. Et une fois le film fini, j'ai demandé à la femme de Gene Kelly, ou plutôt c'est elle qui a senti cet intérêt en moi et qui m'a recommandé le professeur d'art dramatique où elle-même prenait des cours. Et j'ai commencé tout de suite à prendre des cours tous les jours après la fin du film. Mais pour en revenir au film, le tournage a duré 8 mois. Je ne veux pas dire le tournage même, mais les répétitions plus le tournage. Nous avons répété pendant à peu près 5 mois. Et puis après le tournage, nous tournions donc le scénario. Et puis ensuite on s'est arrêté. On a répété un numéro, on l'a remis en vie et on l'a tourné. On s'est arrêté à nouveau, on a remis en vie un autre numéro et on l'a retourné, etc. Jusqu'à ce que tous les numéros soient finis et finalement le grand ballet de la fin. Pendant toute cette époque, j'étais assez en mauvaise santé, j'avais des restes d'anémie qui me restaient de la malnutrition de cette époque pendant la guerre et le tournage m'a été assez pénible à cause de ça et puis j'avais de la monocliose. C'est même insensé que j'ai pu continuer à tourner ce film. J'avais de la fièvre, j'étais malade, je me souviens qu'on me donnait des piqûres tous les jours. Ce film, je n'en ai pas un bon souvenir à cause de ça. C'était trop nouveau, je ne connaissais pas le métier, je ne savais pas ce que je faisais, et puis je n'étais pas bien. Mais Gene Kelly était un ami. Il m'a donné un conseil, que j'ai toujours gardé d'ailleurs, et que je peux passer aux aspirantes actrices. Il m'a dit, garde ton visage vers la caméra, sinon ta maman ne te retrouvera pas quand elle ira voir le film. J'avais tendance à me cacher. Ensuite, il y a eu une période de repos. Alors là, je me suis trouvée démunie. J'étais là, à Hollywood. Je connaissais très peu de monde et le film était terminé. Et maintenant, quoi? Alors j'ai demandé à mon impresario, qu'est-ce que je fais maintenant? On reprend un autre film? Non, il m'a dit, maintenant on va attendre de voir si vous prenez au cinéma, si ça marche, si vous êtes bien. Alors, j'ai pas voulu attendre, j'ai commencé à prendre des cours, donc des cours d'art dramatique, des cours d'anglais surtout, j'en avais très besoin. J'ai appris l'anglais, je voulais pas que ça m'ennuie, je voulais que ça m'amuse. Alors, j'ai dit à ce professeur qu'on m'avait attitré, et qui était une femme de la Nouvelle-Angleterre, qui travaillait dans les studios même, dans l'enceinte du studio, je lui ai demandé que nous lisions Hamlet ensemble. Et elle a trouvé que c'était une bonne idée, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, en lisant Hamlet. J'ai pris des cours de chant, ça c'était une perte de temps, ça n'a jamais donné quoi que ce soit, ça n'a jamais abouti, j'ai jamais pu chanter. Ensuite, je prenais beaucoup de cours de danse. J'ai commencé à prendre des cours de danse. Et j'ai même donné des cours de danse, parce que pour tout vous dire, les contrats d'une débutante à Hollywood n'étaient pas du tout mirobolants. On était très peu payés.
Et une fois un Américain à Paris terminé, on me mettait, comme on disait, en lay-off, en suspension. On disait, le terme du studio était lay-off, c'est-à-dire des espèces de vacances forcées, pendant lesquelles on ne me payait pas. Cela durait 12 semaines par an. Alors pendant 12 semaines, il fallait avoir fait assez d'économies pour se subvenir à ses besoins. Et donc, j'ai commencé à donner des cours de danse. Et de temps en temps, je rencontre certaines de mes anciennes élèves. Je ne sais pas si vous voyez qui je veux dire quand je prononce le nom de Carol Eastman. Elle est devenue écrivain, elle a arrêté les cours de danse et c'est elle qui a écrit Five Easy Pieces. C'est une fille délicieuse qui écrit très bien et mais enfin, elle était mon élève. Elle m'a dit que j'étais sévère. Ensuite, eh bien, j'ai commencé à faire des films et petit à petit, j'ai appris le métier et je savais ce qu'il fallait faire sur le plateau. Je ne me sentais plus perdue, je n'avais plus ce sentiment de solitude que j'avais au début, parce que le public me manquait au début. J'avais l'habitude d'entendre la réaction du public, d'entendre les gens qui peuvent s'ennuyer, qui toussent un petit peu quand on les ennuie, ou j'entendais les comme ça d'admiration lorsqu'on fait des pirouettes merveilleuses. On entend le public qui pense. Enfin, petit à petit, j'ai appris à jouer pour la caméra, pour les copains électriciens, tous les tous les techniciens qui étaient derrière la caméra, et surtout pour le metteur en scène qui était soit à côté, soit en dessous de la caméra. Et j'ai fait comme cela des films qui m'ont beaucoup amusé. Je noterai particulièrement Lily, que j'ai fait vraiment en complicité avec mon metteur en scène Chuck Walters. Il s'est amusé comme un gamin et moi je jouais ce personnage. Nous étions comme frères et sœurs, on s'amusait, on s'aimait beaucoup. On façonnait cette petite fille perdue. Je sais pas, il y avait un lien entre elle et moi parce que j'étais perdue à Hollywood et elle aussi. Et puis, mais tous les films de comédie musicale ont été faits comme ça, sur le même, d'après la même technique. Et un beau jour, j'ai été demandée par Fred Astaire. Alors ça, c'était l'apothéose pour moi, parce que lorsque j'étais à Paris et que j'allais au cours de danse, ma mère me disait, tu sais, la seule chose que les danseuses françaises n'ont pas, c'est le rythme. Et je te recommande d'aller voir Fred Astaire pour apprendre à respecter le rythme et pour apprendre ce qu'on peut faire avec la musique. Alors j'ai rencontré Fred Astaire, le grand Fred Astaire, et j'ai découvert un être merveilleux. C'est un homme modeste, très bavard. Il est un peu commère, il aime raconter toutes sortes d'histoires, il aime papoter, il est bavard, il bavarde avec les électros, il bavarde avec tout le monde toute la journée. Les répétitions étaient avec lui merveilleuses. C'était un homme qui avait déjà, je sais pas, la soixantaine, comme ça, 50, 60, je sais plus. Et il avait plus de souffle que moi. Je me souviens qu'on répétait un numéro qui... Je vous ai dit, c'est le film Daddy Longlegs, Papa Longjambe. Alors, il y avait le numéro Slewfoot. Moi, j'étais franchement essoufflée au bout du numéro. Eh ben, lui, pas du tout. Il faisait... Puis voilà. C'était un homme aussi très imaginatif. On le laissait seul avec le piano, le pianiste, donc, et n'importe quoi, une canne, un coussin, un porte-manteau. On revenait et il y avait un numéro d'inventer. Il y avait un joli numéro, il dansait tout le temps. C'était un danseur naturel.
C'était à une période très triste de sa vie pourtant. Il a perdu sa femme juste avant le film, sa femme qu'il aimait beaucoup. Mais il a pris 15 jours enfin, il s'est caché pendant 15 jours et puis il est revenu au travail. Et il était très émouvant parce que il travaillait comme ça, très amical, et puis tout d'un coup il s'arrêtait, il pleurait dans sa serviette éponge, et puis il disait tu l'as rencontrée, tu l'as connue, ma femme, et il était vraiment touchant, mais quand même délicieux. Nous avons fait des jolis ballets ensemble, et puis tellement modeste, c'était charmant de voir comme il se disait, bon, moi j'ai un numéro de claquettes ici, alors je vais donner à Leslie et à Roland Petit, parce que j'avais fait venir Roland Petit pour le film. Alors je vais leur donner aussi 5 minutes et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et puis il avait beaucoup de respect, il disait, ah c'est à vous, c'est votre temps, vous faites ce que vous voulez pendant ce ballet. Et alors comme ça, on a marié les deux styles. Et il y a eu des ballets classiques, et puis il y a eu le style de Fred, et puis il y a eu quelques numéros qu'on faisait ensemble, où Fred faisait la chorégraphie de Roland Petit. Il était très très gentil. Je crois que ça a été, malgré sa douleur personnelle, un film qui a beaucoup compté pour lui, et pour moi. Enfin, c'est un film qui a tout de suite eu du succès, qu'on a tout de suite beaucoup enfin présenté à la presse. On a tout de suite pris beaucoup d'intérêt à ce film, tandis que ce film Lily dont je vous parlais, au contraire, a presque été voué à l'étagère des oublis. Enfin, on l'avait mis dans un placard, ce film, et le directeur du studio avait dit à sa femme, écoute, c'est une perte de temps et d'argent. Je crois qu'on va oublier ce film, médiocre, triste et sans intérêt. Enfin, si tu veux aller le voir, dis-moi ce que tu en penses. Je parle de Lily, qui était avec Mel Ferrer et Jean-Pierre Aumont. Alors la femme du directeur du studio a été voir le film et elle est revenue, c'est ce qu'on m'a raconté, hein. Elle est revenue au bureau de son mari, elle lui a dit, elle était bouleversée, elle lui a dit, tu sais, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je crois que le film est touchant, il faudrait le montrer. Et c'est grâce à elle que le film est sorti au public, sinon ce film allait être enterré. Alors on a fait une sortie très spéciale, on l'a sorti dans un seul cinéma, c'est resté là pendant 2, 3, 4 ans, je sais plus. Et le film a très bien marché, j'ai été nommée à l'Academy Award. Et ce film m'a fait beaucoup de bien personnellement. Mais voilà, enfin, voilà ce qui peut arriver au cours d'une carrière. Et c'est totalement par hasard que vous avez peut-être vu ce film. Alors au bout d'un certain temps, à peu près 4 ans, je me suis dit, il est quand même temps que je revienne en Europe. Et Roland Petit, qui avait vu Lily justement, et qui l'avait énormément aimé, m'a téléphoné, il m'a dit, Leslie, viens refaire une tournée avec moi. Alors moi, je ne demandais que ça. Je commençais pas à m'ennuyer, mais enfin à sentir le temps long dans ce pays étranger. Je n'avais qu'une envie, c'est de revenir en Europe. Et j'ai demandé permission au studio de prendre des vacances. Ils m'ont donné 6 mois, et pendant 6 mois, j'ai fait des tournées avec Roland Petit à nouveau. Et je me suis amusée à nouveau. Puis je suis rentrée bien sagement au studio, avec toute la troupe d'ailleurs, et nous avons fait 2 films, Roland Petit, sa troupe et moi. Nous avons fait The Glass Slipper, la pantoufle de verre, et ce Daddy Long Legs dont je vous parlais tout à l'heure. J'avais fait une grande rencontre. J'avais rencontré la personne qui m'a le plus influencée dans ma vie et dans ma carrière, Jean Renoir. Je l'avais rencontré
Je l'ai rencontré d'une manière extraordinaire, tout au début de ma carrière, dans un hall de gare. Je crois que nous étions tous à Londres. Il y a eu... on devait prendre l'avion. Jean Renoir, lui, il avait ses affaires avec... je ne sais pas ce qu'il faisait, il tournait quelque chose. Et moi, j'avais été faire des essais à Londres. Et comme il y avait du brouillard et que nous voulions tous rentrer à Paris, tout le monde s'est rué vers la Flèche d'Or. Et nous avons tous pris le train, sans savoir qui nous étions, mais je dois dire que j'avais remarqué ce couple extraordinaire d'une grande femme avec un visage très marqué, très fort, très découpé, très beau, comme un Sioux. Elle avait l'air d'un Sioux, d'un chef indien, d'un chef de tribu. Elle était magnifique, Dido Renoir. Et elle l'est encore d'ailleurs. Et puis Jean Renoir, qui lui était tout en rondeur, tout en amabilité, tout rose au contraire, alors qu'elle était brune, et qui était plus petit qu'elle, et qui clopinait, et qui avait ce visage extrêmement animé. J'avais remarqué ce couple. Et ils m'ont dit plus tard qu'ils m'avaient remarqué aussi. Alors ça, c'était la première rencontre, sans se rencontrer. Et puis un beau jour à New York, sous la pluie, sous un réverbère, je vois encore ce couple extraordinaire. Et alors là, on s'est déclaré. Je crois que j'ai fait un bonjour comme ça, et puis on m'a dit, vous êtes Leslie Caron, vous étiez au cinéma, ou rien, et on s'est promis de se revoir à Hollywood. Alors, quelques semaines plus tard, on s'est rencontrés à Hollywood, et ça a été le début d'une très très grande amitié.